confiance en toi, Capitou. Tu as plus d'un tour dans ton sac. Allez, c'est parti. On va mettre un peu de lumière. Hop, voilà. Capitou ne comprenait pas lorsqu'elle regardait son joli petit ventre. Elle n'y voyait pas de poche. Or, tout le monde sait que les femelles kangourous ont une poche sur le ventre. C'est pratique d'ailleurs. Ça permet d'y mettre ses clés, ses pièces de monnaie sans les perdre. Ça permet surtout de porter les bébés kangourous bien au chaud, bien au doux, en sécurité tant qu'ils ne marchent pas. Capitou se rendit chez sa grand-mère, Goulou Goulou. Goulou 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 Goulou. Mamie, ne regardes-tu rien? Malgré ses grosses lunettes, Goulou Goulou distinguait mal les gens et les objets. Elle contempla sa petite fille et répondit: Non, je ne suis pas normale, mamie. Je n'ai pas de poche sur le ventre. Ne dis pas de bêtises, c'est impossible. Je te jure, ne te tracasse pas, ça poussera un peu de patience. Cette remarque rassura Capitou. Il suffisait donc d'attendre. Durant les semaines qui suivirent, chaque matin, Capitou sautait de son lit, se cognait le crâne au plafond, car les kangourous avaient leurs jambes à ressort, bondissent très haut. Puis elle fonçait devant le miroir. Rien ne changeait, toujours pas de poche. Alors Capitou décida de tricher un peu. Saisissant ses crayons, elle se dessina une poche soigneusement en imitant celle de sa maman et de ses sœurs. Le résultat était si réussi que personne n'imaginait sa supercherie. Goulou Goulou, sa grand-mère qui avait changé de lunettes, s'exclama ravie en se penchant. Tu as ta poche maintenant, je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas t'inquiéter. En apparence, tout allait bien. Pourtant, lorsqu'elle devait se servir de sa poche, Capitou n'y parvenait pas évidemment. Si on lui demandait d'y glisser un bout de papier, un stylo ou un journal, Capitou les conservait dans la main en essayant de les dissimuler. Ça devenait difficile. Comme tous les kangourous, Capitou avait d'immenses pieds, mais de très petites mains, au bout de bras très courts. Pas moyen de cacher beaucoup de choses dans ces conditions-là. Astucieuse, Capitou s'y prit autrement. Elle découpa une poche dans un morceau de tissu qui avait la même couleur que sa fourrure, puis la colla sur son ventre. Formidable, ça tenait. Elle y introduisait et en ressortait les objets devant tout le monde. Personne ne repérait sa ruse. Vraiment, elle avait trouvé la solution. Un matin, sa grande sœur Covalie vint la supplier de l'aider. Je pars une semaine au lac vert pour mon travail. Peux-tu garder mon petit Christiti, s'il te plaît? Christiti était le neveu de Capitou, un adorable bébé kangourou, dont la tête dépassait de la poche de sa mère.
et s'assoupit. Elle le logea dans sa poche en tissu. Catastrophe. Sous le poids, la poche se décolla, tomba à terre et Christiti aussi. La chute le réveilla, il sanglota. Le pauvre, gémit Capitou, tout ça parce que je n'ai pas de poche. Elle l'étendit sur un lit, mais Christiti criait et gigotait sans fin. Habitué à la chaleur de sa maman, il lui fallait toucher quelqu'un pour s'endormir. Capitou le plaqua contre son ventre et l'enveloppa d'une couverture. Là, il se calma et s'endormit aussitôt. Cependant, Capitou était coincé et ne pouvait plus bouger. Que faire? Capitou se tourmentait. Enfin, tous les animaux n'ont pas des poches. Comment s'occupent-ils de leurs petits? Avec mille précautions, elle s'installa au bord du chemin afin d'observer les autres. Les chiots et les chatons rampaient peu de temps après leur naissance. Pareil pour les renards et les buffles. Quant aux oiseaux, ils demeuraient dans leur nid de leurs parents jusqu'au jour où ils arrivaient à voler. Aucun, hélas, n'était aussi lent et faible que le bébé kangourou. Capitou salua ses amis singes, la famille Ouistiti. Madame Ouistiti portait justement son nouvel enfant sur son dos. Le petit s'accrochait au cou de sa mère avec ses très longs bras, ce qui l'empêchait de basculer. Aïe aïe aïe, si je pose Christiti sur mon dos, il dérapera immédiatement avec ses pattes minuscules. Décidément, il n'y a pas d'autre moyen que la poche pour prendre soin d'un bébé kangourou. Oh, quel malheur! Je décevrai ma sœur et je risque de blesser mon neveu. Capitou sentit qu'elle allait pleurer lorsqu'une idée traversa son esprit. Mais oui, pourquoi n'y ai-je pas songé plus tôt? Ce soir-là, elle s'enferma et travailla toute la nuit. Le lendemain, elle sortit avec Christiti et se mit à gambader, à bondir, à rebondir. Comme elle était rapide, agile, rieuse, le bébé raffolait de ses acrobaties. Après le passage de Madame Ouistiti et de son petit, Capitou avait bricolé des sangles, puis les avait raccordées à un sac qui contenait Christiti. Et voilà, celui-ci restait solidement accroché. Quand Covali revint du lac vert, elle fut d'abord étonnée lorsqu'elle constata à quel point Christiti s'amusait sur le dos de Capitou. Elle pria sa cadette de lui fabriquer la même chose. Ça me reposera, il n'y a pas que la poche dans la vie. Et c'est ainsi que Capitou, qui n'avait pas de poche, inventa le sac à dos des kangourous. C'est parti pour la deuxième histoire. L'histoire Le renard sans malice. Boniface est le plus doux des petits renards. Ses frères en profitent souvent pour lui jouer de vilains tours. Ne change rien, Boniface, la gentillesse est une grande qualité. Allez, c'est parti. Il était une fois un petit renard très doux, appelé Boniface. Contrairement à tous les renards de sa famille, il se montrait incapable de la moindre ruse. Quand il s'amusait à renard perché avec ses frères, futé et astucieux, il se faisait toujours avoir
Boniface désignait un lieu, ses frères intervenaient. Cette écorce de liège risque de rouler dans le ruisseau, Boniface. Dans un hamac comme ça, grand-père Madois s'est brisé le dos, Boniface. Naïf, Boniface partait ailleurs tandis que ses frères occupaient la bonne place. Finaude, sa grande sœur, lui répétait sans cesse: mon pauvre Boniface, tu manques terriblement de malice. Comment ne reperturbe pas les tours qu'il te joue? Mais Boniface souriait, disait que ce n'était pas grave et préférait vivre à sa façon. Et ses parents, malgré leur étonnement devant un renardeau si peu rusé, le laissaient pousser ainsi. Pourquoi rendre méfiant un enfant si confiant? Un matin, Boniface fut tiré du sommeil par des cris dans le terrier. Papa et maman renard affolés cherchaient Finaude, qui avait disparu. Futée l'avait vu sortir de bon matin. Elle l'avait prévenu qu'elle allait admirer les perles de rosée sur les fleurs et qu'elle rentrerait vite. Malheureusement, elle n'était pas revenue. Astucieux proposa d'inspecter les chemins de la forêt. Forcément, avec leur flair, ils retrouveraient sa trace. La famille s'organisa. Papa demeurait au terrier pour attendre Finaude au cas où. Maman faisait le tour des autres familles du bois et les garçons, eux, se jetaient sur les pistes. Grâce à leurs subtiles et fines truffes, les trois frères parvinrent à suivre le chemin emprunté par Finaude. Ça et là, ils vérifiaient qu'ils avaient raison avec des indices, des branches cassées, des empreintes sur la terre humide. Soudain, ils furent bloqués. La rivière coupait le chemin. Finaude l'avait-elle traversé, remonté, descendu? Futé et astucieux interpellèrent une famille d'écureuils pour se renseigner, mais la famille s'enfuit effrayée. Ils voulurent s'adresser à un couple de lapins, mais eux aussi craignirent une embrouille et détalèrent. Finalement, ce fut Boniface qui, la voix tremblante, rattrapa les écureuils et les lapins. « S'il vous plaît, les amis, personne ne vous fera de mal. Nous cherchons seulement Finaude. Elle est perdue ou blessée peut-être. Je vous en prie, aidez-nous. Dites-nous si vous l'avez aperçue. » Quand ceux-ci virent le petit renard bouleversé par la disparition de sa grande sœur, ils lui indiquèrent le sentier qu'elle avait emprunté. Horreur, c'était le sentier qui conduisait à la caverne du dragon. Avec prudence, les trois frères s'avancèrent et se dissimulèrent derrière les buissons. Finaude se tenait dans l'antre. Le dragon paraît
et recommença son annonce. Super concours à la clairière des champignons, l'animal le plus fort. Inutile d'insister, renard. J'ai vu ta queue, cria le dragon. Futé avait échoué. Astucieux se présenta à une disputance respectueuse du dragon. Êtes-vous content de vivre ici, monsieur? Quel dommage, des chasseurs de dragons arrivent pour vous capturer. Quoi? Astucieux leva la grille vers un hélicoptère qui avait surgi dans le ciel. Les voilà, attention, ils vont lancer des filets pour vous attraper, sauvez-vous vite. Le dragon souffla sur Astucieux. Ton attrape, Nico, ne fonctionne pas. Cet hélicoptère survole la forêt tous les dimanches à 7 heures. Deuxième échec, les deux frères si malins se trouvaient à court d'idées. Boniface prit alors son courage à deux pattes, s'approcha et avec toute sa candeur expliqua au dragon combien il s'inquiétait pour sa sœur chérie. Finaude a peur du noir, pourquoi la gardez-vous? Je me sens seule dans cette forêt, répondit le dragon. Personne ne me rend visite, j'aimerais bien quelqu'un avec qui discuter. Moi, je viendrai vous parler, monsieur le dragon. Je viendrai même jouer avec vous. Je vous le jure, mais s'il vous plaît, libérez ma sœur Finaude. En dévisageant ce renardeau sans malice, le dragon lui fit confiance et il délivra Finaude. Quel retour triomphal et quelle fête au terrier ce jour-là. Le succès du Boniface lui valut l'admiration de ses grands frères, les félicitations de ses parents et surtout un baiser plein d'amour de Finaude. Quand on s'installa pour pique-niquer dehors, Boniface s'éclipsa et revint. Quelques instants après, en compagnie du dragon, ils passèrent tous ensemble un joyeux moment et découvrirent que le dragon était aussi charmant que drôle. Et voilà comment le dragon sans méchanceté et le petit renard sans malice devinrent les meilleurs amis du monde. Et voici la troisième lecture, l'histoire de l'écureuil qui ne faisait pas de provisions. Ruby est le plus adorable des écureuils de la forêt. Il est toujours prêt à aider les autres, mais sa maman s'inquiète car il passe plus de temps à rendre service qu'à faire des réserves de noisettes pour l'hiver. C'est parti. Ah, ce Ruby, quel coquin! Madame Sanglier adore le petit écureuil. Un matin, il s'est planté devant elle et lui a dit admiratif: Votre fourrure est magnifique, Madame Sanglier, noire et brillante. Est-ce que je peux la toucher? Surprise, Madame Sanglier l'a laissé monter sur son dos et Ruby l'a caressé.
frères et sœurs font leurs provisions en vue de l'hiver. En fait, les écureuils s'occupent perpétuellement de ça, entasser, économiser, car au temps froid, ils ne trouveront plus de nourriture. Ruby a compris l'importance de ces préparatifs, même si on ne lui signale pas. Il oublie de garnir leur cachette de glands ou de noix. Ruby, mon chéri, tu es trop insouciant. Après avoir apporté des pignons dans les réserves, Ruby tombe sur son ami Victor, un immense ours brun. Salut Ruby, aujourd'hui c'est le grand jour, je vais voir ma fiancée derrière la montagne. Bravo Victor. Ruby sait qu'il s'agit d'un moment rare pour Victor. Comme tous les ours, Victor ne rend visite à sa fiancée qu'une fois par an. Les autres mois, elle et lui préfèrent vivre seuls. Ruby n'ose pas faire remarquer à Victor qu'il est ébouriffé et qu'il n'a pas assez soigné ses griffes. Laisse-moi jouer à la poupée avec toi, Victor, sortant un peigne. Ruby coiffe le pelage de Victor. Puis, à l'aide d'une lime, il lui raccourcit les ongles. Lorsque Victor découvre le résultat dans le miroir de la rivière, il grogne de bonheur. Serre son ami Ruby contre lui et part, joyeux, rencontrer sa fiancée. Ruby, mon chéri, viens nous aider. Oui, maman, j'arrive. Tu es vraiment trop insouciant. En glissant une noisette dans la réserve, il croise ses copines les abeilles. Ruby, le spectacle a lieu ce soir. Veux-tu bien vérifier notre chorégraphie une dernière fois? Mais mes parents vont encore me reprocher de... Oh, s'il te plaît, Ruby. Ruby les suit. Depuis le printemps, il leur fait répéter une danse dans les airs. Cela divertit beaucoup ces travailleuses. En plus, leur miel est encore meilleur depuis qu'elles s'amusent avec Ruby. Ruby, mon chéri, nous t'attendons. Maman m'appelle, crie Ruby en quittant ses amis abeilles. Voilà qu'en chemin, il aperçoit les castors. Ils ont édifié un barrage sur la rivière, mais il leur manque de quoi le finir. Comme ils ne grimpent pas aux arbres, ils ramassent les branchages qui tombent et justement, il n'y en a plus. Peux-tu faire quelque chose, Ruby? S'écrie-t-il. Bien sûr. Lesquels voulez-vous? Demande Ruby. Et filant le long du tronc, il ronge les branches afin qu'elles chutent dans les pattes des castors enchantés. Ruby rejoint enfin sa famille pour s'excuser de son retard. Il raconte sa journée. Sa maman ne le gronde pas, mais lui rappelle ses devoirs d'écureuil. Mon petit Ruby, je te félicite de rendre service, de préparer des fêtes et de distraire les gens. Mais cela ne te nourrira pas quand dans le froid, au milieu de la neige, tu ne trouveras plus rien à grignoter. Tu es trop insouciant. Ruby sait que sa maman a raison, mais c'est tellement agréable de faire plaisir à ses amis. Cette année, le temps est sec, l'été comme l'automne. N'ont pas vu la pluie. Soudain, une nuit d'octobre, un terrible incendie attaque la forêt poussée par un vent furieux qui fait avancer le feu à grande vitesse. Panique dans la famille écureuil. Papa est tellement surpris qu'il en demeure paralysé. Lui qui prévoit
réfugier dans sa tanière. Je vous prête une partie de ma grotte, vous arrivez juste à temps. D'ailleurs, j'allais me coucher, il faut que j'hiberne. Sur ces mots, Victor bâille et s'endort pour plusieurs mois. La famille écureuil, soulagée d'avoir trouvé un abri, essaie de se reposer un peu. Le lendemain, le feu s'est arrêté. De la forêt, plus rien ne subsiste, tout est devenu cendre. Maman et papa écureuil s'inquiètent. Nous avons échappé aux flammes, nous avons déniché un logement, mais nous n'aurons rien à boire, rien à manger. Alors, Ruby. Alors, Ruby consulte ses amis les abeilles. Dites-moi, vous ne donneriez pas un peu de miel pour que nous passions l'hiver? Avec plaisir, Ruby, nous vous en emporterons chaque semaine. Il gagne ensuite le terrier des castors. Ma famille et moi habitons chez Victor cet hiver, mais nous risquons de mourir de soif dans sa caverne. On va t'arranger ça, tuer notre ami. Et les castors construirent un barrage. Il leur permet de détourner un étroit ruisseau qui vient couler devant la grotte. Maman embrasse Ruby. Merci Ruby, tu nous as sauvés. Tu n'as pas constitué de provisions de nourriture, mais grâce à ta gentillesse et à ta joie, tu as fait des provisions d'amis. Nous sommes des écureuils normaux, capables d'affronter des situations normales. Toi, tu es un écureuil exceptionnel, capable d'affronter des situations exceptionnelles. Me voilà fière de toi. Je ne me soucierai plus de ton insouciance.